Alors voilà, je vous souhaite à tous un bonjour lumineux et un grand merci pour votre présence, que ce soit ici, en chair et en os, ou alors derrière vos écrans, à la maison, en classe ou dans un jardin. Oui, merci à toutes et à tous de vous arrêter l'espace d'un instant pour vous replonger dans un monde propre à lui-même, dans un monde où tout est possible, dans un monde qui vous a accompagné entre septembre de l'année dernière et février de cette année. Et grâce à ce monde littéraire et grâce à cet espace lecture dont vous vous êtes approprié, vous participez à cette cérémonie du prix Chronos. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai le plaisir de vous accueillir, vous les élèves d'Épalinges, qui sont plutôt sur le fond, ou c'est plutôt vous qui m'accueillez parce que c'est moi qui viens chez vous. Je suis contente de faire votre connaissance. Ainsi que les élèves du collège de l'Élysée à Lausanne, qui sont venus avec leur bibliothécaire aussi, qui est une fervente du prix Chronos, Valentine Amber-Prince, et l'enseignant, j'ai plus votre nom, Monsieur Bouchet. Voilà. Merci d'avoir fait le voyage jusqu'ici. Et bien sûr, nous avons aussi tous les seniors qui sont ici, quelques seniors et un peu plus de senioritas. Et je vous remercie d'être venus ici pour assister à ce prix et je vous remercie d'avoir lu ces livres tout au long de l'année. Et avant d'échanger avec l'auteur gagnant qui va nous faire la surprise de venir, quelques élèves de l'Élysée vont s'enquérir auprès des seniors de leur expérience au prix Chronos. Alors, qui a la question 1? Alors, tu peux dire ton nom, comme ça on sait. Eric. Alors, Eric, je te laisse poser la question aux seniors qui sont à ta gauche, à ta droite ou derrière toi. Trouvez-vous important de créer des liens entre générations? Oui. Ouais. Très important. Déjà, c'est très important pour nous de voir les étincelles qui s'allument dans vos yeux lorsque nous échangeons sur un livre et que nous n'avons pas les mêmes idées, mais que vous comprenez les nôtres et que nous comprenons les vôtres. C'est magnifique. La question 2. Je m'appelle Amédéo. Pourquoi participez-vous au prix Chronos? Pourquoi participez-vous au prix Chronos? Madame, vous voulez? Oui. Alors moi, j'ai déjà depuis quelques années participé pour ce prix Chronos et j'aime beaucoup parce que déjà depuis enfant, je mettais mon argent de poche pour les livres. Et de voir qu'on fait ça maintenant en classe, on peut avoir des livres à partager avec les seniors et à partager avec tous vos copains, copines, c'est fantastique. Parce que c'est vrai que dans le temps, je lisais un livre, mais je pouvais à peine en parler avec mes parents, c'était pas tellement important pour eux. Mais là, alors voir que c'est important de pouvoir partager ça, c'est fantastique pour moi. Et j'ai vu le plaisir que vous aviez quand vous lisait les livres en classe. Et j'ai vu le plaisir que vous aviez à répondre aussi aux questions. Et ça me plaît. Merci d'avoir des questions pour nous. Une troisième question. Gaëlle. Comment trouvez-vous les livres jeunesse? Alors, comment trouvez-vous les livres jeunesse, vous qui êtes à la découverte des livres jeunesse? Madame? Bon, moi je viens de dire, ça me passionne parce que j'ai cru que les livres pour les jeunes c'était du passé pour moi. Puis j'ai découvert ça fait plusieurs années que je le fais, que je me passionne comme un grand roman d'aventure. Et puis c'est vos livres, c'est génial. Alors vraiment j'ai beaucoup de plaisir chaque année. Puis il y a toujours un ou deux livres qu'on préfère à d'autres. Et puis ce qui me réjouit c'est de vous voir là, comme nous au Mont, tous ces enfants qui ont du plaisir à lire ou qui découvrent la lecture. Merci à l'école aussi qui offre ça.
Merci. Moi, j'aurais un Oui, complément à faire, oui. si je peux me permettre. Ah bah volontiers. Ben, le choix des livres, je ne suis pas tout à fait toujours heureux. Par exemple, le livre sur l'histoire de Marseille, j'ai plus le titre. C'est idyllique, Oui. c'est trop beau. J'estime que vous êtes en préadolescence et qu'il est temps aussi de parler avec vous d'une manière claire et pas seulement faire rêver, mais de montrer des réalités. Pour moi, Marseille, c'est une ville magnifique, mais qui a des quartiers vraiment catastrophiques. Et dans cette histoire, tout est beau. À part les petits secrets, bien sûr, etc. Donc, moi, j'ai une recommandation à faire dans les choix des livres. S'il vous plaît, pas trop de livres à l'eau de rose. Je ne sais pas si c'est le terme, mais après ça. Moi, j'aime l'action, j'aime les mystères, mais des choses qui tiennent la route. Et puis, surtout, voyager. Voyager comme certains de ces bons livres qu'il y avait cette année. Est-ce que quelqu'un aime les livres à l'eau de rose? À part Monsieur Eric. J'aime bien les brûler. Ah, ben, Les voilà. brûlés. Vous savez ce que c'est un livre à l'eau de rose? Oui, c'est Avec pas trop d'aventure, plutôt toujours avec tout qui se passe bien. Ouais, tout qui se passe bien, ouais. Je dirais pas tout à fait ça. Toi, tu voulais dire? Un livre à l'eau de rose, c'est plutôt un livre romantique. Voilà. Trop romantique. Trop romantique. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous des jeunes qui aiment les livres romantiques? Même pas les filles, un tout petit peu. Voilà. Et mesdames señorita? Pas trop. Bon, ok. Les vieux masculins, Oui. mon préopinant disait que c'est un peu trop avec Marseille. Et pourtant, quand on va avec Marseille, il y a des réalités, quand on y va. Hein. C'est pas l'eau de rose, mais on a envie d'y mettre des roses. Ah oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. C'est beau. Ça veut dire qu'on peut voir ce que Marseille montre vraiment dans la réalité. Et les gens qui survivent à Marseille dans le bidonville, je vous assure qu'il y a des roses extraordinaires derrière les fenêtres et sur les tables. Voilà. Donc ils survivent. Et ce que je trouve génial, c'est que dans le roman, on essaye de regarder le ciel et tout ce qui est beau. Mais on sait très bien qu'il y a des racines qui sont dans la merde. Voilà. Pardon. Merci pour ce complément. Je crois qu'il y avait encore une question. Là, c'était la troisième, la quatrième. Qui c'est qui a la quatrième? Oui. Pouvez-vous dire 2 mots sur les échanges avec les jeunes lors de vos rencontres? 2 mots avec les échanges que vous avez faits en classe. Alors c'est absolument génial parce qu'il y a déjà des orateurs. Il y en a qui ont toujours la main levée et qui vraiment immergent leurs pensées. C'est spontané. Et puis il y a tous ceux qui sont timorés et qui n'osent pas dire quelque chose parce qu'en fait on ne les a jamais écoutés. Et ça, notre travail de vieux, c'est d'aller chercher ceux qui sont un tout petit peu là comme ça et dire qu'est-ce que tu penses? Et là, on retrouve des richesses. Quand on les accueille, ils ouvrent la bouche. Donc, il y a quand même des familles, des enfants qu'on n'écoute pas. Et puis, il y a des enfants qu'on met en valeur. Donc, automatiquement, ils sont écoutés. Et ils ont... Vraiment, c'est pas du blabla. Voilà. Ce que je veux dire, c'est sincère. Merci. Alors moi, je retourne la question à vous, les jeunes. Comment vous trouvez ces échanges? Comment vous avez trouvé ces échanges en classe? Oui. Très intéressante parce que on a plusieurs idées et on voit pas la vie de la même chose parce qu'on n'a pas vécu la même chose. Et le fait de partager les idées, je trouve ça bien. Merci. C'était bien d'entendre les idées parce qu'un livre jeunesse lu par des jeunes ou par des seniors, c'était un différent point de vue. Donc vous aviez pas mal de différents points de vue. Est-ce qu'il y a des livres sur lesquels vous étiez plus d'accord? Où les points de vue se rejoignaient? Bon, il faut aller chercher ceux qui... Bon, on va passer alors à la dernière question. Un petit peu plus fort parce qu'on n'entend pas. Si vous deviez dire 2 seuls mots sur le prix Chronos. Ah oui. 2 mots sur le prix Chronos, mais 2, c'est 2.
Est-ce que quelqu'un peut dire 2 mots sur le prix Chronos? Je change un petit peu, Eric, t'es super. Vas-y. Prix Chronos. Voilà, joli. Trop bien. Tip top. Lire et plaisir. Lire et plaisir, j'aime. Bah, c'était très créatif. Très créatif, ouais. Découverte et livre. Découverte et livre. Au fond, mademoiselle. Livre intéressant. Oui. Culture et échange. Culture, échange. Ah ben. Lire et parler. Lire et parler. Waouh, super, je ne m'attendais pas. Oui. Un autre monde. Donc, je vais vous montrer le résultat des votes et vous annoncer l'heureux gagnant du côté du jury senior et du jury junior. Ça veut dire que vous avez tous élu un livre. Donc là, vous avez un graphique. Qui peut me dire qui a gagné? Oui, vas-y. Les loups du clair de lune. Donc, on va accueillir l'auteur des loups du clair de lune. Est-ce que vous avez déjà vu cet auteur? Oui. Jamais. Oui, qui a dit oui? Oui, il est où? Voilà. Voilà. Xavier Laurent Petit. Voilà, merci. Merci aux juniors et aux seniors. Et aux senioritas. Donc ça, c'est la Tasmanie avec Queenstown. Donc c'est la région où il a écrit... Je peux intervenir? Oui. Voilà, ouais, donc, alors, très bien. Au tout début du livre, je ne sais pas si vous vous souvenez, Anna et sa mère prennent la voiture de la maman, pour rejoindre la grand-mère qui habite dans un coin complètement paumé. Donc Anna et sa mère, elles habitent à Hobart. J'ai pas le bras assez long, mais vous voyez, Hobart, c'est la capitale de l'île. Bon, c'est une petite capitale, hein, c'est une ville géniale. Moi, si j'avais 30 ans de moins, j'irais habiter là-bas. Et en fait, l'histoire se passe, en gros, dans cette zone là, approximativement, qui est une zone qui est restée qui est quasiment inhabitée en fait. Hein. C'est des forêts extrêmement profondes. Alors, c'est pas des forêts qui ressemblent à celles qu'on peut trouver ici chez nous. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de balisage. Si on a le temps, je dis si on a le temps parce que je reprends mon train tout à l'heure. Mais si on a le temps, je vous montrerai des photos. Vous verrez que c'est vraiment de la forêt épaisse. Et donc, au tout début de l'histoire, Anna et sa mère arrivent. Elles se garent sur un parking. Donc, le parking existe. La Surprise River dont je parle existe. Le parking, on peut y aller demain matin, je vous le montrerai. Ce qui n'existe pas, et c'est le moment où commence l'histoire que j'imagine, je ne sais pas si vous vous souvenez, au bout de ce parking, je dis qu'il y a une piste qui mène chez la grand-mère. Alors même si vous allez au bout du parking, vous ne trouverez pas la piste, parce que ça, c'est moi qui l'ai imaginé. Voilà. Ok. Voilà, bah moi je suis prêt à répondre à vos questions, à vos remarques, à vos critiques. Vas-y. Alors l'idée, elle est venue de 2 choses. D'abord d'un voyage. Alors il se trouve que alors mes enfants sont bien plus âgés que vous. Hein. Donc j'ai un de mes fils qui a travaillé en Australie pendant 4 ans. Et je l'ai rejoint avec sa mère, on l'a rejoint là-bas. On a passé quasiment 2 mois en Australie, dont une quinzaine de jours en Tasmanie. Et j'ai été séduit par cette île. Voilà, j'ai trouvé que c'était une île incroyable. Enfin, je m'y retrouvais absolument dans rien de ce que je connaissais. Ça ressemblait à rien de ce que je connaissais. Voilà. Et entre autres, toute cette partie ouest de l'île, dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, là, donc vers Queenstown, puis ça commence un petit peu avant, qui est une partie extrêmement sauvage. Donc je me suis dit, en me baladant là-bas, qu'il y avait peut-être une histoire à raconter. Et puis je suis tombé sur l'histoire de ces loups de Tasmanie, donc, qui ont été exterminés. Alors c'est des loups qui n'ont rien à voir avec les loups qu'on peut trouver en Europe. C'est des loups qui sont en fait ce qu'on appelle des loups marsupiaux. Marsupiaux, ça veut dire qu'ils se reproduisent comme les kangourous. Les femelles ont une poche sur le ventre. Quand les petits naissent, ils sont presque encore des embryons, quoi. Ils ne pourraient pas vivre s'il n'y avait pas la poche de la mère. Donc quand ils naissent, ils ont juste la force de se glisser dans la poche de la mère. Là, ils se fixent à une mamelle. Et pendant des semaines, ils font 3 choses. Ils mangent, ils dorment, ils grossissent. Quand ils ne grossissent pas, ils mangent. Quand ils ne mangent pas, ils dorment. Quand ils ne dorment pas, ils grossissent.
Voilà, donc ils font que ça, jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment costauds pour pouvoir se risquer dehors. Mais c'était quand même des carnivores, ce qui fait que quand les Anglais, quand les Anglais ont colonisé l'île, sont installés en Tasmanie, ils sont arrivés avec des troupeaux de moutons, ce qui n'étaient absolument pas des animaux qui vivaient réellement en Tasmanie. Et les loups de Tasmanie, quand ils ont vu qu'il y avait des moutons, ils se sont dit, bah miam, c'est bon, ça se mange ce truc-là, quoi. Voilà, donc ils se sont attaqués aux moutons, et les gouverneurs anglais de Tasmanie ont proposé des primes en argent. Ils donnaient de l'argent à quiconque tuait un loup. La preuve qu'il fallait apporter, c'était soit les 2 oreilles, soit la queue. Voilà. Et bah, ça a tellement bien marché, cette histoire de primes, qu'aux alentours des années 30, il y a quelqu'un dont on connaît le nom, il s'appelait William Batty, hein, qui a tué le dernier loup de Tasmanie en liberté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a tué cet animal, on n'en a plus jamais revu en liberté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il en restait quelques-uns dans les zoos, mais très peu. Voilà. Donc j'ai mélangé les loups de Tasmanie et puis mon voyage. Avez-vous travaillé avec quelqu'un pour faire ce livre? Oui et non. Alors non, parce que je l'ai écrit tout seul. Oui, parce que vous avez vu qu'il est illustré. Il est illustré par quelqu'un dont j'adore le travail, qui s'appelle Amandine Delaunay. Voilà, et donc je pense que les illustrations d'Amandine Delaunay sont vraiment un plus pour le livre, quoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette page où elle dessine tous les animaux spécifiques de la Tasmanie. C'est une page magnifique, quoi. Oui, vas-y. Combien de temps ça vous a pris pour écrire le livre? Moi, je suis plutôt lambin. On va dire une petite année, 9 ou 10 mois, quoi. À l'arrivée, quand je termine, je vous ai amené ça, c'est pas du tout spectaculaire, hein. Enfin bon. Non, j'ai pas amené les oreilles et la queue d'un loup, non, c'est pas vrai. Voilà. Je vous ai amené ça pour que vous voyez, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un manuscrit. C'est-à-dire que quand je termine d'écrire les loups de Tasmanie, ça ressemble à ça. Voilà, donc ça, c'est pas du tout un livre, hein, vous êtes d'accord avec moi, c'est un tas de papier sorti d'une imprimante d'ordinateur avec en plus des gribouillages un peu partout. Voilà, vous voyez, il y a des pages comme ça qui sont corrigées, etc. etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le manuscrit. Et pour que ça devienne un livre, celui que vous avez eu entre les mains, il y a tout le travail des éditeurs. C'est-à-dire moi, j'envoie mon tas de papier à mon éditrice. Et mon éditrice, son travail, ça va être peut-être de me faire retravailler le livre si elle trouve qu'il y a des petites faiblesses. Et puis ça va être après ça de transformer mon texte en un livre. Voilà, donc tout ça, en gros, ça prend à peu près 1 an, quoi, à chaque fois. Et quel est le rapport entre vous, l'écrivain, et puis l'illustratrice? Vous avez quand même on se connaît à peine. Je pourrais la croiser dans la rue en sortant tout à l'heure, je ne suis pas certain de la reconnaître. On a déjeuné une fois ensemble. En revanche, on communique beaucoup par Internet. C'est-à-dire que moi, quand je termine une histoire, non seulement elle a le texte, mais elle a en plus toutes les photos à partir desquelles je travaille. J'espère avoir le temps de vous les montrer, mais voilà, moi je travaille beaucoup à partir de photos. Donc, en fait, je lui envoie toute ma documentation. Et puis elle travaille à partir de cette documentation. Mais je vous répète, je la connais très peu, quoi. On s'est vu une fois, on a bu un café ensemble. Ce qui veut dire que, je vous répète, si je la croise tout à l'heure dans le train en rentrant chez moi, je ne serais pas certain de savoir que c'est elle. Oui, vas-y. Est-ce que vous avez déjà entendu ou vu un kookaburra? Alors, des kookaburras, alors quand tu vas... alors, je ne sais pas s'il y en a dans toute l'Australie. En Tasmanie, il y en a tout le temps. Et puis, dans le sud de l'Australie, Sydney, Melbourne, tous ces coins-là, c'est un animal qui est très courant. On l'entend vraiment facilement, quoi. C'est pas tout à fait comme les pigeons dans les villes, mais il ne faut pas exagérer non plus, hein. Mais enfin, c'est pas un animal rare. Et puis surtout, même si tu ne les vois pas, tu entends ce rire qui est absolument incroyable. C'est bon, Ça rend bonne humeur. On dirait Ellie quand ils sont Voilà, donc c'est inutile de vous dire que ça passe pas inaperçu. Voilà. Ça a presque les à Anglais, côté. ils doivent arriver, ils sont...
Alors les Anglais qui devaient arriver, ils devaient être absolument surpris par tous ces bruits-là, par tous ces animaux aussi, voilà, qui étaient des animaux qu'on ne trouvait absolument pas, évidemment, en Europe, quoi. Oui, vas-y. Avez-vous écrit d'autres livres? Oui, j'en ai écrit pas mal. Hein. Ça fait 33 ans que j'écris. Donc à peu près un roman par an, tu vois. Donc ça en fait à peu près 33, quoi. Voilà, ouais. Bah, voilà, bizarrement, c'est devenu mon métier. Au début, j'aurais jamais cru que je pourrais vivre de ça. Puis voilà. Au fur et à mesure, ça a marché comme ça, quoi. Oui, vas-y. C'est quoi votre livre préféré que vous avez écrit? Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent, donc je vais te faire ma petite réponse qui est toute prête déjà. Mon livre préféré, c'est celui que tu n'as pas encore lu parce que je ne l'ai pas terminé. Voilà. Tant que ce n'est pas terminé, je peux tout faire pour l'améliorer. Je peux tout faire pour qu'il soit le mieux possible, au moins de mon point de vue. Une fois que c'est imprimé, je ne peux plus rien changer, tous les mots sont là. S'il y a encore une erreur, on peut la corriger lors d'une prochaine réimpression, mais je ne peux pas modifier tout un passage, tu vois, c'est trop tard. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est celui sur lequel je travaille qui me plaît le plus, quoi. Qui m'accapare le plus, quoi. Vas-y, puis après, je tirerai dans le fond. Pardon. Vous avez déjà fait le titre du petit dernier, il va sans doute s'appeler Le Pays de Sable. Ça se passe en Mauritanie. La Mauritanie... non, bah là... Enfin, vous regarderez, la Mauritanie, c'est en Afrique, c'est au sud du Maroc. Voilà. Voilà, non, mais toi tu sais, mais peut-être que tout le monde ne le savait pas. Voilà. Oui, vas-y. Moi, je crois que c'est très lié à mon enfance. J'ai pas le Covid, hein. Je précise. De toute façon, il n'y a même plus de carotène. Enfin, c'est pas une raison pour le distribuer à tout le monde non plus. Hein. Voilà, moi, il se trouve que quand j'avais ton âge et quand j'étais plus jeune, ma mère était très malade. Donc ça veut dire qu'elle était très souvent à l'hôpital et très peu souvent chez moi. T'as vu que je commençais à être pas mal vieux. Je suis plus tout neuf. Il n'y avait pas tout ce que vous avez aujourd'hui. Il n'y avait pas de jeux vidéo, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas d'ordinateur, tout ça, ça n'existait pas. Là, j'ai l'impression de parler de la préhistoire carrément. Peut-être qu'aujourd'hui, avec une maman très malade, je passerais des heures à jouer à des jeux vidéo. J'en sais rien. À l'époque, il n'y en avait pas, donc c'était problème réglé. Il y avait les livres. Donc j'ai le souvenir, qui est peut-être un souvenir que j'ai amélioré, parce que quand on vieillit, là aussi, on améliore un peu ses souvenirs. Hein. On les arrange un petit peu à sa façon. Mais voilà, j'ai aujourd'hui le souvenir que c'est le moment où j'ai commencé à lire. Et quand je lisais, quand j'étais captivé, comme on dit, par un livre, bah, je pensais beaucoup moins à ce qui se passait avec ma mère. Voilà. Et je crois que si j'écris aujourd'hui, c'est beaucoup lié à cette période-là. Et c'est pas pour rien si j'écris pour des gens de vos âges. J'écris pas pour des adultes. J'ai commencé comme ça, mais c'est ce que j'ai fait de pire. J'écris pour des gens de vos âges, c'est-à-dire des gens qui avaient à peu près l'âge que j'avais quand ma mère est tombée malade. Voilà, tu vois, Voilà, donc je pense que c'est très lié. Vas-y. Tu parles un tout petit peu plus fort. C'est passé un peu comment votre carrière? Ma carrière, je ne sais pas si c'est une carrière. Si tu veux, voilà, moi, ça vient un peu dans le prolongement de ce que je viens de dire. J'ai toujours été attiré par la lecture d'abord, et je crois que comme beaucoup de gens qui aiment lire, il y a un moment où je me suis dit que je pourrais peut-être essayer d'écrire. J'ai commencé à écrire, j'ai écrit un premier roman policier qu'aujourd'hui, 33 ans plus tard, je trouve très très mauvais. À l'époque, j'ai eu une chance incroyable, j'ai trouvé un éditeur. Un éditeur, t'as compris, donc c'est quelqu'un qui va faire passer mon livre, mon histoire de cet état-là, à un livre. Bon, donc j'ai eu la chance incroyable de trouver un éditeur pour ce premier roman policier. À l'époque, je n'imaginais pas une demi-seconde que ça allait devenir mon métier. Puis, si tu veux, j'en ai réécrit d'autres. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Geneviève Brisac, qui était éditrice de livres pour enfants, pour la jeunesse, et qui m'a dit « J'aimerais bien que tu m'écrives quelque chose ». J'ai écrit un tout petit bouquin qui fait 60 pages avec les illustrations, tu vois, donc c'est vraiment un tout petit truc minuscule. Et ce tout petit bouquin, il n'y a pas de honte à le dire, quoi, il a connu un bon succès, quoi. Voilà. En clair, ça s'est très bien vendu. Bon. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, mais peut-être que ce serait possible que je vive de ce que j'écris.
Et puis Geneviève Brisac, mon éditrice, a été très stimulante là-dessus, puisqu'elle m'a rappelé en me disant « mais j'aimerais bien que tu m'en fasses un second », etc. Et c'est parti comme ça. Voilà. Oui, vas-y. C'était quoi le livre dont vous avez parlé? Le tout petit dont je viens de parler, là, alors, il a changé de titre. À l'époque, quand il est sorti, il s'appelait Colorbel Ébène. Colorbel Ébène, c'était le nom d'une teinture pour les cheveux. Et puis, 12 ou 15 ans plus tard, avec mon éditrice, on a l'idée de le reprendre. Moi, j'ai un petit peu modifié l'histoire. Je l'ai un peu raccourci, j'ai modifié certaines phrases. Et il a changé de nom à ce moment-là, c'est devenu Ma tête à moi. Voilà. Mais je te parle, ça remonte à une trentaine d'années, quoi, quelque chose comme ça. Hein. Oui. Moi, je voulais vous dire que j'étais particulièrement touchée par votre livre parce que je suis australienne et j'ai ma sœur cadette qui a vécu en Tasmanie. J'ai visité et vous avez sorti vraiment des noms. Sandy Bay, c'est eux ils avaient habité. Banjo Patterson, je trouve ça incroyable quand même. Je l'écris pour vous en fait. Hein. Voilà, mais... Je vous félicite, c'est un livre vraiment, je trouvais intéressant. Voilà, je trouvais que c'était mon niveau de français. Et vous-même, vous avez vécu en Tasmanie ou pas? J'ai visité ma soeur, mais je viens du Côte-Ouest, moi. D'accord. Donc le Kookaburra, je peux vous dire, n'est pas natif du Côte-Ouest, mais de tout le reste, mais il habite. Voilà, parce que vous êtes originaire d'un pays tellement grand qu'on ne peut pas tout voir, voilà. Même quand on y reste un petit peu longtemps. Donc moi, la côte ouest, pour le coup, c'est une côte que je n'ai pas vue. Ouais. Non, mais j'étais impressionnée par... Ouais, j'ai pas raconté trop de bêtises. Non, pas du tout. Et puis je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez pensé de le faire traduire en anglais? Alors, les traductions, c'est très compliqué. D'abord, c'est pas moi qui m'en occupe, ce sont les maisons d'édition qui s'en occupent. Et les traductions en anglais, c'est encore plus compliqué que compliqué. Parce que il y a tellement de gens qui parlent anglais dans le monde et tellement d'auteurs qui écrivent en anglais que les éditeurs anglophones, donc les anglophones, ça veut dire les éditeurs qui éditent des bouquins en anglais, donc ça peut être américain, ça peut être anglais, ça peut être australien, etc., sont pas du tout à la recherche de traduction. Alors j'ai amené des traductions juste pour le plaisir de vous les montrer quand même. Voilà, donc j'ai des bouquins qui sont traduits dans pas mal de langues, qui sont parfois des langues un petit peu originales, mais bizarrement, j'ai aucun bouquin en anglais. Zéro bouquin traduit en anglais. C'est dommage, parce que je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai 2 petits-fils qui habitent là-bas. Oui. Et ma fille est francophone, née en Suisse, donc je trouve que c'est très difficile d'avoir des traductions anglaises. Voilà. Alors, bon, et en plus, je vous répète, c'est pas directement les auteurs qui s'en occupent, ce sont les maisons d'édition. Oui. Vous avez en Europe, il y a 2 grandes foires professionnelles, l'une à Francfort en Allemagne, l'autre à Bologne en Italie, qui sont des lieux où les éditeurs échangent, ils échangent rien du tout, ils vendent et ils achètent les droits de traduire les livres dans telle ou telle langue, voilà. Donc je vous répète, moi j'ai 0 traduction. Alors je vous montre, je les ai amenés de chez moi, donc je vous les montre. Ça c'est la dernière traduction, elle est arrivée hier. Ça c'est un livre qui s'appelle Le Fils de l'Ursari, traduit en allemand. Ah ben je vois que je soulève l'enthousiasme. Alors bon, avec celui-là, j'aurais peut-être un peu plus de chance. Ça, c'est un livre qui se passe au Kenya, donc dans la partie est de l'Afrique. Pardon. Le titre français, c'est Mon petit cœur imbécile, traduit en coréen. Alors ça, j'adore. Voilà, c'est-à-dire que j'ai un livre que j'ai écrit auquel je ne comprends absolument rien. Voilà, avec une très belle couverture, plus ces caractères coréens qui sont, je trouve, très graphiques, quoi. Ils sont très beaux, ils sont... voilà, plus... Xavier, oui. Je pourrais vous demander de vous mettre juste là, parce que je vais prendre une jolie photo avec ce beau livre coréen. Voilà. Plus des illustrations également que je trouve magnifiques. Voilà, donc, et puis j'ai amené une dernière traduction que j'adore aussi parce qu'elle est, enfin, moi je la trouve spectaculaire. C'est le même livre, la même histoire, mais traduite en chinois. Donc là, j'ai cru comprendre qu'il y en avait qui lisaient des mangas, par exemple. Tu les lis dans le sens manga de l'affaire, c'est-à-dire tu les lis dans le sens de lecture inverse de notre sens de lecture à nous. Voilà, alors ça c'est un livre qui est imprimé dans le sens manga, chinois. Donc là, vous avez la couverture. C'est tombé de mon livre coréen, c'est elle. Merci.
Donc là, on a la couverture. Quand on ouvre, on tombe sur ce qu'on appelle les pages de garde, la page titre, et à l'intérieur, j'adore. Voilà. C'est trop stylé, je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est du coréen. Voilà. Ah, du chinois. Je suis d'accord aussi. Je suis d'accord avec toi, il y a plus d'espace. Alors, je pense qu'il y a une raison, c'est que je me suis un petit peu documenté sur le chinois. Je ne parle pas chinois du tout. Mais pour écrire un mot, tu as besoin soit d'un signe, soit de 2 signes. Apparemment, jamais plus. Ce qui veut dire que ça fait moins de caractères que nous quand on écrit un mot complet. Par contre, c'est un système ultra compliqué puisque ce n'est pas alphabétique. Nous, en français, on a 26 lettres. Et avec les 26 lettres, on écrit tout ce qu'on veut. On les combine dans un sens, dans l'autre, toc, et ça marche. Et on fait tous les mots, même des mots extrêmement longs, 26 lettres suffisent. Le coréen, c'est aussi une écriture alphabétique. Là, c'est pas une écriture alphabétique. J'adore. C'est des syllabes. C'est des syllabes. C'est des... Je sais pas, tu demandes à un professeur de chinois. J'en ai en japonais. Je les ai pas amenés, mais j'en ai en japonais. Voilà. En russe, j'ai jamais pensé traduire en russe. Alors, russe, j'ai pas de russe. J'ai du polonais. Je vais avoir bientôt du slovène qui doit s'écrire, je crois, en caractère cyrillique. Alors, vas-y, Envers, je vois que tu lèves la main depuis très longtemps. Comment vous avez eu l'idée de faire une histoire par rapport à une grand-mère et sa petite fille et pas juste à une mère et sa fille plutôt? Alors, tu sais, on dit une chose, c'est que... Enfin, on dit, puis moi je la vis parce que je suis devenu grand-père, moi aussi. Je crois quand on est grands-parents, on essaie de consacrer plus de temps à ses petits-enfants qu'on ne pouvait en consacrer avec ses enfants. Je veux dire, quand tu es parent avec tes enfants, tu es en plein travail, tu as les week-ends, etc. Enfin, tu es un peu débordé par tout un tas de choses. Quand tu es grands-parents, tu les as une semaine chez toi en vacances et tu as plus de temps. Et c'est un petit peu ce qui arrive à Anna et sa grand-mère. C'est-à-dire qu'Anna, sa mère, je ne sais pas si tu as repéré au début du livre, sa mère est très accaparée par son travail, elle n'a pas le temps, elle repart tout de suite, etc. etc. La grand-mère, elle a tout son temps. En plus, elle est assez folklore, la grand-mère. Voilà, c'est-à-dire que tu vois, je ne sais pas si tu te souviens du passage où elle annonce à tout le monde qu'elle va prendre sa retraite. Elle dit, oh ben voilà, j'ai décidé que je quittais tout, je pars de chez moi. D'ailleurs, j'ai déjà acheté une maison. Puis elle s'adresse à son mari, avec qui elle s'entend très bien. Hein. Elle dit, et toi, mon chéri, t'as envie de me suivre? Et le chéri, il a absolument pas... Chéri, il a envie de boire une bière tous les soirs avec ses copains et d'aller partir à la pêche le week-end, quoi. Et la grand-mère, elle décide de partir seule. Oui. J'insiste, sans se séparer d'avec son mari. Ils se voient de temps en temps. Mais chacun mène sa vie, quoi. Et elle a ce côté un peu loufoque que j'ai connu, moi, chez certaines personnes âgées de ma famille. Voilà, quelques-unes qui étaient bien originales, on va dire. Voilà. J'ai pris un petit peu modèle sur ces personnes-là. Oui. Je sais pas, vas-y, commence et puis ça sera toi derrière. Est-ce que l'histoire de votre mère, vous vous êtes inspiré de ça pour l'histoire de la grand-mère dans le livre? Parce que sont toutes les deux malades. Alors c'est pas la même chose, parce que moi, ma mère, c'était une maladie longue. La grand-mère d'Anna, elle fait ce qu'on appelle une crise cardiaque. Voilà, bon... On suppose qu'elle va s'en sortir. Et tu vois, c'est quelque chose, c'est un instant extrêmement bref dans la vie de quelqu'un, ça. C'est pas ce que je suis en train de chercher le mot. Il y a un mot français que je n'arrive pas à trouver. Pour ces maladies qui durent des années, des années, des années. Chronique. Qui finissent pas, quoi. Maladie chronique. Chronique, quoi. Oui. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme. Je suis vraiment confus de passer mon temps à tout sauter comme ça. Ça va pas être terrible pour le micro. Hein. Oui, vas-y. Avez-vous déjà eu le syndrome de la page blanche? Ah, le syndrome de la page blanche. Alors, à titre personnel, je crois que j'aurais plutôt le contraire. J'ai plein de projets d'histoires à raconter. Je pense que je pourrais ouvrir un magasin demain matin. Par contre, je crois que ce qu'on appelle la page blanche, c'est autre chose. C'est très difficile de savoir ce qu'est une idée. À quoi ça ressemble une idée? Dans les BD, c'est représenté, vous savez, avec les petites ampoules qui s'allument comme ça au-dessus de la tête des personnages.
qu'est-ce qu'elle éclaire, cette petite ampoule? On ne sait pas trop. Hein. Quelque chose qui était dans l'obscurité avant, qui était caché en nous. C'est pas très clair tout ça. Je crois que ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche, c'est plus se dire j'ai une idée, et puis de ne pas arriver à trouver les bons mots pour raconter cette idée. Tu vois, comme s'il y avait un problème de traduction entre ce qui se passe dans ton imagination et puis les mots que tu vas mettre sur le papier après. Alors ça arrive très souvent. Avoir une bonne idée, et puis quand on l'écrit, on se dit mais c'est minable. Pourtant, ce que j'avais en tête, c'était intéressant. Mais là, ça ne marche pas. Et ça, je crois que ça arrive très souvent, par contre. C'est pour ça que sur le manuscrit que je vous ai montré, tu vois, c'est raturé, il y a des passages que je reprends, que je barre, que je réécris. Voilà, ça correspond à ça. C'est-à-dire ce que j'ai écrit, ça ne va pas. Ça ne correspond pas à ce que j'avais envie de faire. Donc, il faut que je le réécrive autrement. Oui. Entre le moment où il y a l'idée et le moment où il y a le manuscrit, c'est quoi les différentes étapes d'écriture? Est-ce qu'il y a des étapes ou bien est-ce que c'est un fil continu alors, bon, là, je peux vous parler que de ce que je fais. Peut-être que d'autres auteurs vous diraient autre chose, hein, bien sûr. Alors, moi, à chaque fois, il y a une grosse part de documentation. Voilà, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que les noms des rues, quand j'en mets, voilà, elles existent. Les rues existent réellement, les lieux existent. Quand je vous parle d'un épicier au coin de la rue, vous pouvez aller voir. L'épicier, il est là au coin de la rue, sauf s'il a déménagé entre-temps. Enfin, bon, voilà. Donc, il y a une grosse part de documentation qui est en partie sur mon ordinateur, en partie dans ma petite tête, et en partie... Voilà, chaque histoire, chaque livre est accompagné d'un petit carnet comme ça, qui est c'est un peu ma boîte à outils. C'est-à-dire que là-dedans, il y a tout un tas de choses. Il y a des cartes, il y a des listes de mots, il y a des photos. Voilà. Voilà, là on est sur... Voilà, ces photos-là, vous les reconnaissez peut-être. Hein, voilà. Donc, voilà, ce petit carnet, c'est un peu ma boîte à outils. Je sais que je vais piocher là-dedans pour écrire mon livre. Alors, souvent, j'ai gros comme ça de documentation et j'utilise gros comme ça. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de... Ce que je voudrais que mes lecteurs ressentent quand ils ouvrent le livre, en fait, j'aimerais que mes lecteurs se posent la question de dire, mais elle est vraie son histoire ou pas? Ça s'est réellement passé ou c'est totalement imaginaire? Bon, et la réponse, c'est bien sûr entre les deux, quoi. C'est ni totalement imaginaire, ni totalement documentaire. C'est une espèce d'entre-deux, comme ça. Oui, vas-y. Est-ce qu'on peut vous voir sur Internet? Tu peux parler un petit peu plus fort? Est-ce qu'on peut vous voir sur Internet? Alors moi, j'ai pas de Facebook, j'ai pas de site, j'ai pas de tweet, j'ai rien du tout. Je te montre mon téléphone, voilà. Mon téléphone, c'est ça. Voilà. Et ça me suffit. Et ça me suffit. Alors par contre, oui, je suis... Par le biais de ma maison d'édition, entre autres, de temps en temps, je suis amené à faire une vidéo dans laquelle je parle d'un livre, etc. Donc si tu cherches, tu vas trouver. Voilà, mais c'est pas la peine que tu cherches ni mon site, je te dis, ni ma page Facebook, ni etc. J'ai rien. J'ai rien et je veux rien. Oui, vas-y. J'aimerais bien participer au prix Chronos. À quoi? Au prix Chronos? Oui, à une époque, vous n'étiez pas né. Je crois que... alors, je sais plus, on a essayé de retrouver une date. Je crois que c'était en 2004 ou un truc comme ça. 2004 ou 2005, vous n'étiez pas tellement né à l'époque. Hein. Alors, oui, vas-y. Vous, oui. Vous, oui, moi aussi. Hein. Moi aussi. Tu parles un tout petit peu plus fort? Ça vous fait quoi d'être gagnant du prix Chronos? Quand on écrit, on est tout seul. Tu vois, si tu venais dans l'endroit où j'écris chez moi, tu verrais, c'est une petite pièce dans le grenier. Je suis tout seul d'un bout à l'autre de mon moment d'écriture. Après ça, je sais bien que ce livre, enfin j'espère que ce livre, à partir du moment où j'ai terminé, il va être lu par des tas de gens que je ne connais pas, que je ne rencontre pas, je ne sais pas qui ils sont. Le prix, c'est une façon pour les gens, pour les lecteurs, surtout quand c'est des prix de lecteurs, tu vois, pas quand c'est des prix, tu vois, parce que tu as des prix qui sont attribués par des jurys.
Des jurys, c'est une dizaine de personnes qui ont été sélectionnées pour ça, etc. C'est pas pareil. Mais des prix de lecteurs, c'est des prix de gens qui disent, voilà, je vous connais pas, j'ai découvert votre histoire, et votre histoire m'a tellement touché que j'ai envie que ce soit vous que je mette en premier. Enfin vous, pas tant vous que votre histoire qui vienne en premier par rapport à la sélection qui était faite avant toi. Donc moi je prends ça vraiment comme une espèce de gigantesque remerciement pour le temps que je passe à écrire. Voilà, c'est une espèce de retour. En écrivant, c'est un petit peu comme si je vous offrais, avec quelques guillemets, parce que je sais bien que les livres, ça s'achète, mais c'est un petit peu comme si je vous offrais une histoire, et vous, quand vous donnez le prix à un livre que j'ai écrit, c'est un petit peu comme si vous m'offriez votre contentement de lecteur. Vous êtes tombé sur une histoire qui vous a plu, qui vous a attiré, qui vous a fait plaisir, qui vous a captivé, et vous me le dites en attribuant un prix au livre. Ça va? C'est à peu près clair ce que je raconte? Bon. Oui, vas-y. Est-ce que vous aviez gagné? Je ne savais pas que c'était toi qui allais parler, je croyais que c'était ton voisin derrière. Vas-y, tu peux le redire, je n'ai pas écouté. Est-ce qu'en 2004, vous aviez gagné? Oui. Oui. Et je crois, dans mon souvenir, je crois que ça avait été de la même façon, c'est-à-dire c'était le prix et junior et senior. Je crois bien, mais il paraît que les archives ont disparu, je ne sais pas où, donc il n'y a plus de traces. Donc je peux vous raconter ce que je veux finalement. Oui. Ah, vous y étiez. Alors donc? Alors c'était les juniors et les seniors qui avaient voté, et c'était 153 jours en hiver. Voilà, c'est ça. Et puis c'était au Salon du Livre. Il y avait une foule énorme. C'était un merveilleux souvenir. Ouais, je me souviens de ça aussi. C'était un peu effarant même. J'étais un peu inquiet sur mon avis. Vas-y. Pourquoi est-ce que vous avez voulu devenir auteur et par exemple faire un autre métier? Il y a plein d'autres métiers que j'aurais adoré faire. J'aurais adoré être musicien, mais je ne suis pas assez doué. J'aurais adoré faire des sciences. Enfin, j'aurais adoré... Ah non, pas prof de sciences, faire ce qu'on appelle de l'astrophysique, de l'astronomie, si tu veux. Moi, je trouve ça fascinant. Tu vois, par un soir d'été, tu regardes les étoiles. Alors, faut pas être dans une ville. Hein. Et tu vois tous ces petits points lumineux, tu te dis que c'est à des années-lumière de chez nous, c'est immensément loin. Je trouve ça totalement fascinant. J'aurais adoré faire ce genre de choses. J'aurais adoré faire de la haute montagne, être guide de haute montagne. Bon, il se trouve que je suis devenu auteur. C'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Mais la science, là j'ai très envie, je suis en train de réfléchir à une série qui ressemblerait un peu aux histoires naturelles, qui serait axée sur les sciences. Ça veut dire quoi ça? Récréation. Mais pas chez nous. D'accord. Alors, vas-y maintenant. Est-ce que, au début de votre histoire, vous aviez dit que vous commenciez avec un roman policier? Ça veut dire que de base, vous vouliez être auteur pour adultes? J'ai commencé comme ça, ouais. Mes 3 premiers livres s'adressaient à des adultes. Je te répète, aujourd'hui, je pense que c'est ce que j'ai fait de pire. Voilà, c'est pas des livres que j'aime du tout. Si tu as le malheur un jour de tomber sur eux, tu peux les utiliser pour allumer ton feu, par exemple, ça marche assez bien. Et encore, je dis que ça marche assez bien, mais c'est pas vrai, c'est trop épais un livre, ça brûle pas très bien en fait. Donc non, tu cales une table, tu fais quelque chose comme ça avec, et tu le lis pas. Déchirer page par page, mais brûler page par page. Je te donne l'autorisation de le faire. C'est la couverture. Si tu veux. Très belle couverture. C'est pas moi qui l'ai faite, elle était très belle. Oui, vas-y. Est-ce que quand vous avez donné votre livre au prix Chronos, est-ce que vous aurez cru à un moment où vous gagnez? Alors j'ai pas donné mon livre au prix Chronos, ça se passe pas comme ça. Je sais pas, vous pourriez peut-être expliquer comment se fait la première sélection, parce que là je suis pas... Oui, alors là c'est un comité de lecture, de sélection qui sélectionne les livres prix Chronos. Il y a une bibliothécaire, une enseignante de français à la retraite et moi. Donc on revient avec des livres. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'est-ce qu'il y a dans chaque livre qui est pareil. Oui. Il y a un fil rouge dans chaque livre en fait. Oui, toi? C'est que ça raconte, ça explique un peu quelque chose sur la vie réelle. Il y a une part d'histoire qui
Ouais. Alors c'est plutôt, il y a à chaque fois une personne âgée et un jeune. Donc ça c'est la condition pour qu'un livre soit sélectionné, c'est qu'il y ait ce binôme, ce couple-là. Et puis après, on essaye un peu de se diversifier dans le choix, c'est-à-dire qu'il y ait plus un policier, plus une histoire naturelle, plus quelque chose de romancé, pour que chacun a ses propres goûts, donc pour pas qu'on parte que dans un style d'écriture, mais dans plusieurs styles d'histoire, pour que tout le monde y retrouve son compte. J'ai une question, madame. Oui. C'est sur la base de combien de livres que vous devez faire une sélection de 4 livres? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de livres qui sortent chaque année sur l'intergénérationnel. Là, au général, on compte environ sur 30 livres et on en retire 4. Il faut lire 30 livres. Oui. Après, c'est des livres qui sont, pour nous, ils sont assez vite lus. Ouais, oui. Merci. Avec plaisir. J'ai une question technique. Comme les élèves, c'est des fois un peu une difficulté qu'on a à leur faire faire, c'est à faire relire, apprendre à se relire, à aussi apprécier ce qu'on a écrit, mais aussi à pouvoir trouver des erreurs pour pouvoir s'améliorer. Dans un manuscrit, ça représente quoi comme temps de relecture? C'est entre le moment où le premier jet est fait et puis le moment où juste pour qu'ils se rendent aussi compte qu'en fin de compte, c'est pas juste écrire puis après c'est éditer, mais ce moment de relecture et de retravail en proportion ou en temps, comment est-ce que ça je serais en temps, je serais pas capable de vous dire. Enfin, sur la durée, voilà, j'ai répondu à peu près 1 an, quoi. Sur la relecture, alors vous allez peut-être pas me croire, mais quand je termine un livre, je serais à peu de choses près capable de le réciter presque par cœur. Tellement je l'ai lu, relu, recorrigé, relu à voix haute. La relecture à voix haute, c'est très important parce que l'oreille repère des choses que l'œil ne repère pas. C'est-à-dire que un mot qui revient, ce qu'on appelle tout bêtement une répétition, l'œil ne le capte pas forcément, surtout sur un écran d'ordinateur. Je mange un petit bonbon pour ma voix. Et à l'oreille, on entend très bien un mot qui revient 1 fois, qui revient 2 fois, qui revient 3 fois, de façon trop rapprochée, comme ça on se dit, bon, là, mais voilà, donc il y a tout ce travail de... Oui, enfin, c'est le bon mot, quoi, de relecture, très critique, qui compte beaucoup, puis après ça, il y a... Pour ne rien vous cacher, il y a ma compagne, qui est ma première lectrice, qui me fait une lecture un peu vache, elle aussi, voilà, faut qu'elle soit critique, quoi, voilà. Et puis, c'est le rôle de l'éditrice. Le premier travail de l'éditrice, ça va être de lire et de critiquer. Voilà, et c'est vrai qu'avec Véronique Heitzum, mon éditrice, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais voilà, elle pose beaucoup de questions. Est-ce que tu ne crois pas qu'il faudrait que tu fasses telle chose? Est-ce que tel personnage arrive au bon moment dans l'histoire? Voilà. Alors, je ne suis pas d'accord avec tout, ça me pose des questions, ce qui m'oblige à creuser un peu mon texte. Enfin, voilà, c'est vraiment un travail éditorial assez long, finalement. On peut dire qu'un texte qui n'a pas été relu ne serait jamais publié. Si c'est d'un seul... Alors, je dirais ça différemment. Un texte qui n'a pas été bien relu ne sera jamais publié par un bon éditeur. Ouais. Voilà. on va dire ça comme ça. Voilà. Est-ce que vous vous inspirez de l'écriture d'un autre auteur pour écrire ou vous avez complètement... Alors moi je crois que c'est indispensable. Je crois que c'est très important d'avoir des modèles. Alors quel que soit ce que tu fais, hein, tu fais de la musique, tu fais de la peinture, tu écris, tu fais du sport, bon. Mais avoir des gens dont tu te dis, tiens, mais j'adorerais travailler un peu comme telle ou telle personne. Voilà, donc moi je sais qu'il y a des auteurs que je lis, que je relis, qui m'accompagnent depuis très longtemps. Et qui sont un peu mes modèles. Voilà, c'est souvent grâce à eux, je pense, que j'ai eu certaines idées de livres, certaines idées d'écriture, tu vois, sur la façon d'écrire un livre. Un truc tout bête. Quand tu prends une histoire, tu as 2 façons de raconter, enfin tu as bien plus que ça, mais enfin en gros tu as 2 façons de raconter une histoire. Tu peux la raconter à la première personne avec je, et c'est un des personnages de l'histoire qui raconte, ou tu peux la raconter à la 3e personne avec il ou elle. Et dans ce cas-là, c'est un petit peu comme si l'auteur survolait son histoire, et puis était au courant de tout ce qui se passe un petit peu partout, tu vois. Bon,
cette façon d'écrire avec il ou elle, je trouve ça un petit peu artificiel. Alors que le je, c'est vraiment une façon que je trouve très, très charnelle d'écrire. C'est-à-dire que tu es dans un personnage qui va raconter ce qu'il vit, ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il entend, ce qui lui arrive, etc., etc. Et donc, presque tous mes bouquins sont écrits à la première personne. Et ça, je l'ai repiqué. Alors, il y a plein d'auteurs qui font ça, bien sûr. Mais j'ai repris essentiellement un gigantesque écrivain américain qui s'appelait, puisqu'il est mort, qui s'appelait Jim Harrison. Et Jim Harrison, c'est un auteur que je crois que j'ai lu tous ses bouquins. Et puis, ça m'arrive très régulièrement d'en lire 2 ou 3 par an, quoi. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment un modèle. Si physiquement, je pouvais éviter de devenir comme lui, ça serait bien. Oui, vas-y. J'ai 2 questions. Dans votre carrière, est-ce que une fois vous en aviez marre, vous voulez arrêter tout? Jusqu'à présent, ça n'est pas encore arrivé. Voilà. Ça viendra peut-être, hein, je ne sais pas. Pour l'instant, non. J'ai toujours eu envie de continuer. Quand je termine un livre, j'ai déjà des projets sur le suivant. Tu parles un tout petit peu plus fort, s'il te plaît? Pour la deuxième, lors de votre voyage en Australie, est-ce que vous avez vu une mygale ou un serpent dessus votre fenêtre? Alors, j'ai pas vu énormément de serpents. Je t'avouerai que je ne sais même pas en Tasmanie, est-ce que c'est une île sur laquelle il y a des serpents? Je ne me suis pas posé la question. Alors, j'ai un de mes autres fils qui a travaillé en Guyane. En Guyane, c'est le nord-est du Brésil, tu vois, donc on passe en Amérique du Sud. Et là, ce qui est étonnant, c'est quand tu ne vois pas de serpent. Alors, ouais. Encore 2 questions. 2 questions, voilà. Je ne sais pas, oui, tu n'as pas parlé encore? Vas-y. J'ai posé une question, mais en général, vous écrivez tous les jours ou combien? J'essaye. J'essaye d'écrire tous les jours. Alors, toi, une journée comme aujourd'hui, par exemple, ce soir en rentrant chez moi, je ne suis pas convaincu que je vais m'y remettre. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que demain matin, j'y suis. Voilà. Alors demain, on est mardi demain. Bon, je commence par faire le marché, parce que ça, c'est indispensable. Et après le marché, je m'y mets. Voilà. Oui. Est-ce que la période de Covid a changé quelque chose pour vous? Alors, j'ai presque honte de le dire, j'ai adoré. J'ai adoré. Il se trouve que ma compagne est peintre et sculpteur. Elle a un atelier qui est dans une zone très, très forestière, au milieu des bois, un peu presque. J'exagère un peu, c'est pas au milieu, c'est en bordure d'une très grande zone, à la lisière, merci. Le mot exact. Et on a passé le confinement là-bas. C'était le paradis sur Terre. Hein. Voilà, moi je demande qu'à me reconfiner quand on veut. Hein. Bon, mais je sais que c'était pas du tout la même chose quand on vit en immeuble, en appartement, etc., etc. Nous, c'était des conditions luxueuses. En Bourgogne. Donc, en partie à Dijon et en partie dans cet atelier dont je viens de parler, qui est dans le nord de la Bourgogne. Moi, je voulais... Tous les seniors, les juniors ont posé beaucoup de questions. Est-ce que, avant qu'on arrête, est-ce qu'il y a parmi vous les seniors quelqu'un qui a vraiment envie de poser une question? C'est vrai que les mains, elles n'arrêtaient pas de se lever. Vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de vous exprimer. Alors c'est le dernier moment, si pas repartir avec « Ah, j'aurais dû ». Vous réunissez beaucoup de documentation pour arriver au résultat de ce livre-là et pour d'autres aussi, qu'on parle d'avis sauvages ou sur... Enfin, vous avez beaucoup de documentation toujours. Alors, je vous dis, j'écris dans une soupente quasiment, dans un grenier. Oui. Est-ce que votre grenier est tapissé de toutes les photos que vous avez prises en tant que documentation? Alors, je les retire au fur et à mesure. C'est-à-dire, quand je termine un livre, je retire... Généralement, quand je travaille, il y a une carte. Donc j'avais amené, ça n'a pas tellement d'intérêt parce que vous les avez vus là, mais voilà, j'avais ma petite carte de Tasmanie accrochée au mur. Voilà, où est-ce qu'elle est passée, voilà. Voilà, en plus j'aime bien la montrer à une classe, enfin, bizarrement, c'est complètement idiot ce que je vais vous dire. Vous êtes d'accord avec moi que ça a vaguement une tête de gueule de loup? Avec les 2 oreilles, plus ou moins les yeux, le museau comme ça.
Ah, la gueule de loup, c'est une fleur, mais si tu dis une gueule de loup, ça peut être une gueule de loup. Voilà. Enfin, donc voilà. Donc il y a les cartes, il y a les photos. Et puis quand j'ai terminé, je retire et puis je remets. Donc vous vivez en Tasmanie, vous étiez en Tasmanie pendant toute l'écriture. Ah, j'étais en Tasmanie pendant toute l'écriture, oui, oui, oui. Et puis je crois que 2 ou 3 fois, j'ai dû appeler mon fils, qui lui a vécu beaucoup plus longtemps que moi en Australie. Donc enfin, moi, j'ai pas vécu, moi j'ai fait que passer comme ça. Hein. Lui, il y a vraiment vécu. Et pour me documenter sur je sais plus trop quoi. Donc c'est vous qui réunissez tout, vous n'avez jamais l'aide d'un documentariste qui serait là? Ah non, j'ai pas les moyens de me payer un documentariste. Non, non, mais par contre, j'utilise, si je peux dire, les connaissances et les capacités des gens que je connais qui sont autour de moi. Voilà. Juste un exemple, j'ai écrit 2 bouquins dans lesquels la musique a un rôle vraiment important. Alors, moi, je suis un petit peu musicien, mais vraiment petit amateur. J'ai une fille dont c'est le métier. Donc c'est sûr que quand j'ai besoin de détails précis, c'est elle que je vais voir. Voilà, donc j'essaie d'utiliser les compétences qui sont autour de moi, quoi. Mais je pense que c'est pour ça qu'on vous suit si bien, qu'on est bien dans votre Tasmanie, parce que vous avez tous ces détails qui font qu'on est dans le pays, totalement dans le pays. L'idée, c'est quand, enfin, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est de me documenter comme ça, même si je n'utilise que ça. Mais être à l'aise dans cet environnement de l'histoire. Merci. Les petits détails, voilà, je suis d'accord avec toi sur les petits détails, tu vois. Moi, j'ai reçu un dessin pendant le temps qu'on présentait 10 minutes dans une classe. Oui. On présentait chacun son livre. Et je présentais votre livre. Et puis pendant ce temps, un des enfants a fait le dessin. Parce que je terminais en même temps sur le loup chez nous. D'accord. Hein? Il y avait un article de la Julie, la manière de traiter pourquoi les moutons, les vaches, tout ça sont attaqués. Alors il m'a fait ce dessin, puis il m'a dit voilà. Alors quand je lui ai demandé, il m'a dit ben voilà, c'est un peu la Tasmanie. Ah ben on n'en est pas loin, hein. Voilà. Voilà. Tasmanie. Et puis il m'a mis stop au tuage de loups. Je suis parfaitement d'accord. C'est le résultat du cœur d'une écoute d'un enfant. Je suis entièrement d'accord avec lui. Stop au tuage de loups, nous sommes bien d'accord. Alors du coup, pour finir en images, donc je vais remettre, je vous montre ce qu'ils ont fait les 5 élèves et monsieur Eric. Hop. Wow, c'est beau. C'est magnifique. Voilà. Oh, c'est magnifique. Qui sont les... Alors, venez, les élèves, pour venir devant comme ça. Qui sont les auteurs, là? On peut vous... Levez-vous qu'on vous voit, quand même. On va vous photographier avec Xavier, si vous voulez. Les 5. Mais ils sont... On peut peut-être... juste, alors si on on va la les pose mettre là. comme ça, ouais. Il faudra la recoller. Bravo. Alors comment ça va être difficile de prendre une photo en voyant à la fois vous avez écrit. On voit pas le V. On voit pas le V. Excusez-moi. Voilà, super. Eh ben merci, bravo à vous. Bravo. Merci. Bravo. Voilà, je crois que on avait dit jusqu'à 15h, donc on respecte l'horaire, l'horloge suisse spéciale au face. Voilà. 4 minutes de décalage. 4 minutes, pardon.
Moi, je vous remercie tous de votre présence. Je remercie vous, les élèves, et puis les élèves en ligne qui nous suivez derrière votre écran. Je remercie les enseignants, les bibliothécaires, les seniors qui ont lu les livres, les auteurs qui les écrivent, bien sûr. J'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine plutôt au Salon du Livre. C'est ce qu'ils ont promis, que ça aurait à nouveau lieu dans un espace commun avec tout ce qui tourne autour du livre. On verra. Moi, j'ose y croire parce que je trouve que c'est plus sympa. Et voilà, je vous souhaite un bon retour à toutes et à tous. Et puis, pour les 7H à l'année prochaine peut-être, pour les 8H, vous serez trop grands. Voilà.